est là pour parler d'attirer, recruter, fidéliser et bien sûr diversifier. Donc aujourd'hui, on sait que les attentes évoluent, les attentes des candidats, les attentes de la société au sens large. On sait que les stratégies de recrutement sont aussi bouleversées par l'IA, par les nouvelles technologies et que pour servir ces attentes-là, voilà, l'entreprise est challengée, toujours plus d'innovation, toujours plus d'inclusion. Donc comment on fait ça au quotidien? Donc on va en parler avec nos 4 intervenants. Et peut-être dans un premier passage, je vais commencer par vous, Véronique. On va parler de Disney. Alors la marque Disney, ça fait rêver. C'est un monde féerique et tout le monde a envie de travailler pour Disney. Et pourtant, vous me disiez que vos enjeux ne sont pas forcément de recruter parce que voilà, vous êtes un bureau à Paris, la Walt Disney Company. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler de ces enjeux qui ne tournent pas toujours autour du recrutement? Vous avez aussi d'autres enjeux RH chez Disney. Alors, oui, ça marche très bien. Ça marche. Bonjour. Alors, en fait, nous avons assez peu de recrutement par an, essentiellement parce qu'on a très peu de turnover, en fait. Les gens restent chez nous. Donc, en fait, on a assez peu et on investit beaucoup, en fait, sur la partie stagiaire alternant, où, effectivement, par rapport à ça, notre motto, c'est d'être un tremplin pour toute la jeunesse, en fait. Donc, cette expérience fondamentale qui précède souvent un recrutement, c'est quelque chose que l'on fait chez nous et sur lequel on porte beaucoup d'attention, sachant que la lutte contre les discriminations, c'est quelque chose que l'on a dans notre entreprise, un peu dans nos gènes depuis très longtemps. Et on est une entreprise qui, en fait, sur la partie média, je ne m'occupe pas de la partie parc, n'est pas forcément très connue. Nos métiers ne sont pas forcément très connus et on peut même impressionner. Et on a besoin justement d'arriver à nous faire connaître, à être plus accessible, plus connu, plus accessible pour que justement on attire, parce qu'on ne le fait pas naturellement. Parce qu'il y a une différence entre le parc et Walt Disney Company. Oui, nous on s'occupe des médias voilà, et des produits physiques sous licence et toutes les fonctions support bien évidemment. Mais c'est différent de par la taille, de par les métiers que l'on fait effectivement et de par la notoriété tout simplement. En France, lorsque le nom Disney est évoqué, c'est au parc que l'on pense en premier, mais il y a toute cette partie d'effectivement, si je dis cinéma, Disney+, alors là, effectivement, on associe beaucoup plus la partie média. Mais on a besoin effectivement de se diversifier. C'est quelque chose qui aussi est ressorti dans le baromètre que l'on a fait, où c'est un point d'amélioration pour nous. On en parlera tout à l'heure de ce fameux baromètre. Arnaud, vous dirigez un grand cabinet d'audit, donc 6e mondial, si je ne me trompe pas. 5e, vous avez gagné une place. Bravo. Comme beaucoup de cabinets, vous avez été confronté il y a quelques années aussi à des enjeux d'attractivité. Donc aujourd'hui, beaucoup de cabinets n'attirent plus comme avant. Vous avez, pris conscience de ce phénomène il y a quelques temps et vous avez fait un gros travail autour notamment de l'engagement et du sens. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, absolument, merci. Donc effectivement, nous on est un cabinet de conseil et d'audit international. Moi je dirige le groupe en France, donc environ 2200 collaborateurs. Et nous il se trouve qu'on recrute énormément. Parce qu'on a un modèle où effectivement on reste une très bonne école de formation pour les jeunes diplômés qui restent avec nous quelques années puis ensuite partent en entreprise, et puis on a des ambitions de croissance qui sont très fortes, donc on a un recrutement qui est très nourri, très important. Et donc effectivement, vous le disiez, on a fait le constat que nos métiers avaient perdu en attractivité par rapport à ce que ça pouvait être il y a 20 ans. Donc on a essayé nous-mêmes chez BDO de se poser la question, en fait pourquoi ? Et
Et ça nous a amené, vous le disiez, à mener une transformation vraiment profonde, mais pas uniquement de nos process de recrutement, mais une transformation profonde de l'organisation. Et donc, derrière ces questions, attirer, recruter, fidéliser, diversifier, il y a énormément de choses, mais si j'essaie d'être synthétique, ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire... on ne va pas décréter plus d'inclusion dans l'entreprise. Ce n'est pas parce que moi, dirigeant de l'entreprise, je dirais il faut qu'on soit plus inclusif, il faut qu'on diversifie nos axes de recrutement. Ça ne se fait pas comme ça. Donc on a voulu se dire on va repenser le projet d'entreprise BDO France au final. Quelle est l'utilité de nos métiers? À quoi est-ce qu'on sert? Quel est notre rôle dans la société? Et donc, effectivement, on a fait de l'engagement une valeur maîtresse du projet. On est devenu une société à mission. On était le premier de notre secteur à devenir société à mission. Et on a surtout cherché à bâtir un projet d'entreprise qui soit plus intéressant, plus attractif, plus porteur de sens. On parle beaucoup du sens dans nos entreprises, mais avant même de penser à nos process et à la manière dont on recrutait, on s'est surtout posé la question, comment est-ce qu'on peut donner du sens à nos collaborateurs, leur donner envie de venir chez nous, par ce supplément d'âme qu'on va leur apporter par rapport aux autres, par ce projet d'entreprise globale. Voilà. Quelle est l'utilité qu'on a dans la société? Et effectivement, on avait fait le constat à ce moment-là que nos professions, que ce soit les consultants, les avocats, les experts comptables, les auditeurs, on avait un rôle clé à jouer dans la transition écologique, dans la réduction des inégalités, dans l'accompagnement de nos clients à adopter des pratiques plus durables. Et donc, ne serait-ce qu'en redéfinissant ce projet, en communiquant bien ce projet, j'étais la semaine dernière dans nos bureaux de Rhône-Alpes pour parler aux collaborateurs, pour redéfinir le projet d'entreprise. Et simplement par cette action, on a remis l'entreprise en mouvement et ça nous a permis effectivement d'être plus attractifs, plus visibles, de changer la manière dont on recrutait. 30% en plus, c'est ça que vous me disiez, de candidatures en 30 en plus générées suite à ce travail sur la marque. On a triplé. On a D'accord. triplé le nombre de candidatures que l'on reçoit dans le groupe par rapport à il y a 4 ans par toutes ces actions. Alors là, je vous ai donné le projet global. On a fait d'autres choses, effectivement, pour aller davantage au contact des candidats, élargir les profils que l'on recrute, ouvrir le cabinet, coacher les équipes RH pour effectivement lutter contre les biais de recrutement. Mais tout est parti réellement du projet d'entreprise. Comment est-ce qu'on expliquait réellement aux collaborateurs et au marché l'utilité de nos métiers, la mission qu'on se donnait et tous les objectifs qu'on se donnait, au-delà d'une ambition purement business. On a des ambitions business. C'était à l'époque doublé de taille dans les 5 ans et on l'a réalisé. Mais je pense que la façon dont on l'a réalisé, c'est juste parce qu'on a donné plus de sens et on a mieux expliqué l'utilité de nos métiers. C'est-à-dire que l'argument du business et de la santé économique sont plus les seuls en fait auxquels les candidats sont attentifs. C'est ça, absolument. En fait, on a gardé la même rigueur et la même exigence sur la performance financière globalement du groupe, mais on a réaligné l'exigence en termes de performance extra-financière, d'engagement des collaborateurs. On s'est fixé des objectifs de diversité, d'inclusion, d'insertion dans les territoires, de parité, qu'on n'a pas forcément encore atteint. Et d'ailleurs, c'est une démarche et on est là depuis 4 ans justement pour aider à progresser. Mais on est vraiment parti du projet. Comment est-ce qu'on expliquait mieux notre projet d'entreprise et comment est-ce qu'on s'alignait tous dans l'organisation autour de cette ambition générale. Merci Arnaud. David, tu diriges Assess First. Tu vas nous dire ce que c'est Assess First et tu es un peu un observateur aussi des tendances du recrutement et des modes au niveau du recrutement. Et tu me disais en préparant justement cette table ronde qu'il y avait une espèce de retour aussi à l'individu. On accorde plus d'importance à l'individu. Alors oui, les hard skills, c'est important, mais finalement, il y a aussi toute une tendance autour de l'individu lui-même, ses capacités, son potentiel. Est-ce que tu peux nous en parler et puis rapidement au passage nous dire qui est Assess First? Oui, avec grand plaisir. Donc, je suis David Bernard, donc, je suis CEO et fondateur d'Assess First, donc une société que j'ai fondée il y a 22 ans maintenant, et donc qui est aujourd'hui le leader européen dans ce qu'on appelle l'évaluation des soft skills, donc le recrutement prédictif, la gestion prédictive des talents. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on observe, parce qu'on a à peu près 3500 clients dans 40 pays, et aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est qu'en effet, de plus en plus, les entreprises vont s'intéresser non pas seulement au versant, on va dire, technique, au côté hard skills, mais véritablement aux soft skills. Et c'est pas juste
comment dire, quelque chose qui est là pour faire bien, c'est que ça correspond vraiment à l'ère dans laquelle on évolue. C'est-à-dire on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, ambigu, ça va de plus en plus vite, il y a de l'incertitude. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'il y a le phénomène d'obsolescence des compétences qui est très présent. C'est-à-dire qu'en 1983, une compétence en moyenne, elle durait 30 ans. On pouvait en faire usage pendant 30 ans. 40 ans après, ça dure 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impératif, quand on est sur le marché de l'emploi, d'être en capacité à se réinventer, acquérir sans cesse de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, se mettre à jour par rapport à l'IA et ainsi de suite. Donc du coup, s'intéresser aux hard skills des gens, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce qui fait qu'une personne va s'adapter, c'est qui elle est. Ça, on va parler de ses capacités cognitives, bien évidemment. Il y a tout d'abord sa faculté d'apprentissage, mais également comment est-ce qu'elle va appréhender le changement, les évolutions. Ça peut être sa résilience, son adaptabilité, son agilité, ou encore sa capacité à sortir du cadre ou sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est très, très prégnant qu'on observe chez les entreprises. Et donc sa diversité. Alors, un truc qui est très, très, très important aussi, c'est quand on s'intéresse à ces critères, il faut toujours s'intéresser à c'est quoi le caractère prédictif des critères qu'on prend en compte dans le cas du recrutement. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse aux informations qu'on a dans un CV, à savoir l'école que la personne a fréquentée, son cursus, ou encore ses expériences précédentes, ces deux éléments-là, par exemple, vont prédire entre 3 et 5% de la différence de performance entre les meilleurs et les, entre guillemets, moins bons, une fois en poste. Quand on s'intéresse aux aspects qui ont trait au potentiel de l'individu, c'est-à-dire on combine capacité cognitive, les moteurs et la partie personnalité soft skills, on arrive jusqu'à 60% à peu près. Alors on est loin des 100%, bien évidemment, il y a plein de choses qui jouent dans le cas du recrutement, mais on est 10 fois plus prédictif, même plus de 10 fois plus prédictif sur ces critères. Et tous ces critères-là sont totalement indépendants des critères comme le background socio-économique, l'âge, le genre, la situation éventuelle de handicap. Donc c'est quand même... voilà. Donc le potentiel, il peut avoir n'importe quelle couleur, n'importe quel parcours. Qui peut, c'est qu'il a toutes les couleurs, tous les. Absolument, bien sûr. Ça c'est important. Et justement, on arrive à la question de la diversité et de comment on fait aussi pour être plus inclusif dans toutes ces stratégies de recrutement qui sont diverses. Et on l'a vu en fonction du contexte de l'entreprise, il n'y a aucune stratégie qui est similaire, qui est identique à 100% à l'autre. Certains recrutent, d'autres misent plus sur l'attractivité, d'autres c'est plus la gestion de carrière qui est un vrai enjeu parce qu'il y a peu de recrutement. Adil, chez Sanofi, vous avez beaucoup travaillé sur cette question de l'inclusion depuis longtemps. Vous avez pris vraiment des engagements forts et nous, à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque sommet de l'inclusion, on en parle parce que vous faites partie des groupes, en tout cas, qui ont pris des engagements audacieux sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler justement des grandes orientations D&I de Sanofi? Oui, merci Mariam. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, être inclusif, faire de la diversité et de l'inclusion, ça ne se décrète pas. Il faut le travailler, il faut le vouloir, il faut en faire un levier de performance, il faut comprendre que c'est un levier de performance. Arnaud disait qu'il fallait redonner du sens, il fallait faire comprendre ou en tout cas expliquer pourquoi on était là et pourquoi on contribuait. Chez Sanofi, on a un travail de fond qui a été fait pour redéfinir le purpose et on poursuit les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Et on fait ça en France en alliant une vraie capacité d'innovation scientifique couplée avec une force industrielle qui est ancrée sur les territoires. Et c'est plus de 19 000 collaborateurs qui, au quotidien, font en sorte de faire vivre ce purpose. Et le purpose, il est bon, il est primordial pour être attractif, mais il est aussi primordial pour pouvoir engager au quotidien et avoir un niveau d'engagement le plus élevé possible. Au-delà du domaine de la santé, il y a aussi une volonté d'impacter positivement toutes les différentes parties prenantes, les écosystèmes, nos collaborateurs, nos fournisseurs et tous ceux qui travaillent autour de ça. Et comment on fait? On crée en fait l'environnement de travail, créer un environnement inclusif, un environnement stable, un environnement qui permet à chacun et chacune d'être soi-même. On disait que le talent se combinait entre des hard et des soft. Encore faut-il que l'environnement dans lequel on évolue permette de libérer
le talent potentiel de chacun. Et pour revenir à comment on fait, sur des principes de non-discrimination, d'égalité des chances, sur des principes de respect de l'individu, on a une stratégie basée sur 3 piliers, 3 thèmes. Un premier thème qui est la représentation, on appelle ça représenter, et comment on va faire en sorte de refléter la diversité de la société dans laquelle on opère au sein de nos organisations. Le deuxième thème, c'est la notion de libérer, permettre à chacun et chacune d'avoir le même niveau d'opportunité, d'égalité des chances et de pouvoir libérer son potentiel. Et enfin, le troisième, c'est la transformation, parce qu'il faut savoir passer à l'acte dans nos process, passer à l'acte dans nos politiques, passer à l'acte dans nos décisions managériales. Pour pouvoir décliner cette stratégie basée sur 3 piliers, on s'appuie beaucoup sur de la co-construction et sur nos collaborateurs. On a une communauté, alors c'est un anglicisme, puisqu'on appelle ça des Employee Resource Group, des ERG, et on s'appuie sur, je dirais, 5 collectifs, 5 réseaux animés par des collaborateurs Sanofi qui ont pour charge de sensibiliser, d'informer, d'expliquer, de mettre en avant certains sujets, aussi bien sur la partie handicap, sur la partie intergénérationnelle, l'égalité femmes-hommes, la culture et les origines, ou encore la lutte de discrimination liée au sexe. Voilà. Donc on a une stratégie sponsorisée au niveau global, qu'on l'on décline au niveau local, et on s'appuie énormément sur nos collaborateurs, puisque c'est pratiquement plus de 1500 personnes qui contribuent directement ou indirectement à la déclinaison de la stratégie diversité, équité, inclusion. Je trouve très important le pilier de transformation, parce que c'est vrai que finalement on parle de diversité inclusion, mais ce qu'on cherche à faire, et on sait que ça a un impact vraiment très profond en interne, c'est finalement de transformer aussi les pratiques, de transformer les comportements, de transformer les processus, et que l'inclusion c'est un sujet de transformation. C'est pas un sujet que RSE, on est vraiment dans le cœur du réacteur, et on essaye de faire les petits réglages qu'il faut pour rendre l'ensemble de l'organisation plus inclusive. Donc très, très intéressant l'approche Sanofi. Arnaud, l'inclusion chez BDO, comment ça se matérialise? Est-ce que vous avez des actions à nous partager? Et je sais qu'il y a un sujet sur lequel vous avez envie de nous parler, que vous-même, vous en attendez beaucoup. C'est la mesure. Oui, effectivement, c'est plutôt la mesure, moi, mon enjeu à l'heure actuelle. Ce qu'on a fait, on a fait des choses depuis 4 ans, je le disais, à l'origine. Mettre la diversité et l'inclusion comme un objectif de mission, hein, donc c'est statutaire aujourd'hui. On a dans nos statuts des objectifs pour rendre le groupe plus inclusif. On a une gouvernance qui s'est adaptée avec des personnalités externes qui viennent vérifier que l'on met bien en place les moyens pour atteindre notre ambition. On a revu nos process de recrutement, on a formé, on a essayé de lutter le plus possible contre les biais. Là aujourd'hui, moi, mon enjeu était réellement, est-ce que ces mesures nous ont permis effectivement d'être aujourd'hui une entreprise qui favorise davantage la diversité et d'être une entreprise plus inclusive. Et on le disait, ça ne se décrète pas. Et qui de mieux que nos propres collaborateurs pour vraiment répondre à cette question? Parce que si moi je pourrais vous répondre, et forcément je ne suis pas objectif sur le sujet, si je pose la question moi-même aux collaborateurs, forcément ils vont me dire oui. Donc on a essayé de réfléchir à un autre moyen pour être capable de mesurer réellement les effets des mesures qu'on a mis en place. Et donc c'est effectivement le baromètre diversité-inclusion qu'on fait en partenariat avec la Fondation Mosaïque et qu'on vient tout juste de lancer. Donc j'espère que l'année prochaine, lors de ce sommet, je pourrai dire quel a été le résultat de cette démarche. Mais déjà, je trouvais assez audacieux pour un dirigeant d'entreprise, pour notre communauté d'associés, de se dire on va aller poser la question aux collaborateurs et leur demander leur perception du niveau de diversité et d'inclusion dans les équipes. Est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui respectés? Est-ce qu'ils sentent que l'organisation est plus inclusive? Et donc, on va aller se confronter à cette perception en posant la question dans des questionnaires qui sont 100% anonymes. Donc on s'est challengé nous-mêmes. Ça n'a pas forcément été évident de faire accepter à l'ensemble de nos associés
on allait faire ça, d'expliquer aussi aux collaborateurs, parce que c'est pas forcément évident quand on voit la nature des questions. On va poser des questions qui sont assez intimes, donc d'expliquer aux collaborateurs le sens de la démarche, pourquoi est-ce qu'on faisait ça, qu'est-ce qu'on en attendait, s'assurer qu'on ait un taux d'adhésion et un taux de réponse qui soit le plus élevé possible, pour réellement mesurer. Et je pense que c'est quelque chose, et j'engage tous les dirigeants d'entreprise et toutes les entreprises à le faire. Il n'y a rien de mieux que nos collaborateurs pour nous donner ce sentiment-là. Et donc, effectivement, au-delà de toutes les actions qu'on peut préciser, mais j'ai eu l'occasion dans les années passées, je pense que vraiment ce qui est intéressant aujourd'hui, et je pense que c'est une initiative qui est extrêmement créatrice de valeur sur ce sujet-là, c'est avant tout donnons la parole à nos collaborateurs, demandons-leur comment ils ressentent les choses dans les bureaux. Je pense que nous, dirigeants, on est relativement éloigné du terrain. On essaie d'y aller le plus possible, mais ce sera extrêmement enrichissant. Et donc, j'attends beaucoup de ce baromètre diversité et inclusion pour faire avancer, mesurer et pouvoir corriger éventuellement notre politique si jamais c'était nécessaire. Oui, on peut l'applaudir. Parce que j'allais rajouter, ça court pas les rues non plus des dirigeants qui disent moi je sais pas forcément tout ce qui se passe, donc mais ça m'intéresse de savoir et ça m'intéresse de voir si je suis représentative de la diversité ou pas, et de savoir ce que pensent mes collaborateurs. Donc je pense que tu parlais d'audace tout à l'heure, je pense que clairement sur cet exercice-là en particulier, on peut le saluer, cette prise d'initiative et cette audace. Véronique, chez Walt Disney et compagnie aussi, on a mis en place des actions pour promouvoir l'inclusion, pour voir aussi ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi ? Alors nous avons fait le baromètre et nous avons les résultats. Vous ne serez pas déçus, voilà. Vous allez voir, c'est un outil fantastique. Donc en fait, est-ce que ça a été utile ? Oui, alors je disais que la lutte contre les discriminations, c'est quelque chose que l'on a dans nos gènes depuis longtemps, mais c'est bien de penser qu'on fait les choses correctement et c'est très différent quand on vous donne le résultat en fait. Donc ce qu'on voulait, nous, c'était de la data. Parce que, comme vous le disiez, on a notre perception, mais on voulait être sûr que ce que l'on faisait était compris, était reconnu, était valorisé, mais aussi nos zones un peu moins claires. Et en tout cas, qu'est-ce que les gens n'arrivaient pas à nous dire et qu'est-ce qu'ils allaient nous donner comme piste d'exploration pour que l'on s'améliore. Donc et on refera probablement dans quelques années pour justement arriver à mesurer où est-ce que l'on est. Donc, on a, nous, quelque chose sur la sensibilisation, en fait. Ce qu'on a lancé, c'est qu'on a lancé des ateliers. Donc, on a des groupes aussi qu'on appelle, nous, des Jedi, pas des Berg, mais des Jedi. Et cette co-construction a fait remonter des thématiques, et notamment sur tout ce qui est biais et discrimination, notamment à l'embauche. Parce qu'on a tous des biais, on ne s'en rend pas compte et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas tant qu'on ne vous le dit pas. Donc on a eu une formation, en fait, tous les recruteurs ont eu une formation qui était pour les coacher et leur renseigner, en fait, comment est-ce qu'on recrute sans biais, mais aussi comment est-ce qu'on est un allié. Donc on a modifié nos méthodes de recrutement. On ne recrute plus jamais seul. Il y a toujours une RH ou un RH en fait. Donc vous faites des entretiens en binôme. Ce sont des entretiens en binôme systématiquement en fait. Il n'y a plus aucun entretien qui se fait seul en fait. Et on débriefe après ensemble. Et la décision elle est prise ensemble en fait. Et pour tous ceux qui ne recrutent pas, en fait, on a aussi fait toute une formation aussi pour tout le monde, pour tout ce qui est allié. Parce que lorsqu'on recrute, c'est un peu comme quand on plante en fait une graine. C'est mieux de le planter dans un terreau fertile que dans du sable. Donc, on a fait pendant des années un travail de préparation et de sensibilisation de nos salariés pour que lorsque justement les nouveaux arrivent, ils soient dans une équipe qui soit ouverte, collaborative, pour qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes et être reconnus comme tels. Et vous me parliez aussi de cette transmission des codes de l'entreprise aux nouvelles recrues.
Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que quand on arrive dans une entreprise, qu'on soit jeune ou moins jeune d'ailleurs, hein, on arrive dans un nouvel environnement. Et l'inclusion, ça passe par là aussi. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on comprend tous les codes informels de l'entreprise? Est-ce qu'on arrive à s'adapter? On sait que parfois, les échecs de période d'essai peuvent aussi venir du fait qu'on n'a pas très bien compris les codes informels de l'entreprise, on n'est pas rentré dans les bons réseaux, etc. Donc vous faites un travail là-dessus pour que le passage d'un jeune ou en tout cas le passage de quelqu'un chez vous, dès le début, puisse aussi servir à mieux comprendre l'entreprise, ses codes et donc à s'adapter le plus vite possible. Oui, exactement. Alors, comprendre les codes et par rapport à ce que vous disiez, les soft skills, en fait, les soft skills, soyons clairs, c'est ce qui fait la différence. Le reste, ça s'apprend, on a des diplômes, mais les soft skills, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et notamment quand on postule, hein, Enfin, voilà, c'est quelque chose auquel moi je crois beaucoup, les soft skills, et il ne faut pas arrêter de les travailler. Oui, alors nous, on le voit particulièrement chez nos stagiaires alternants. On recrute, on a un peu moins de 20% en fait, de notre masse salariale qui est en stagiaire alternant. Donc, ce qui veut dire que c'est beaucoup. Pour nous, on est moins de 250. Hein. Et on a un véritable investissement de la part de nos tuteurs, tutrices qui non seulement apprennent le métier, hein, on ne va pas se mentir sur le fait que quand les étudiants arrivent, on leur apprend leur métier, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire travailler pour la Walt Disney Company. Et on a deux stratégies très importantes qui sont la collaboration et l'innovation. Et collaborer dans une société qui est aussi matricielle que la nôtre, aussi globale, ça s'apprend. Et donc ça, c'est des codes qui sont donnés tout au long de leur période avec nous, et à la fin même, lorsque on ne peut pas les recruter, on les prépare en fait pour leurs futurs entretiens, pour leurs futurs employeurs, et notamment à ce qu'ils utilisent cette expérience chez nous pour vraiment déterminer ce qu'ils veulent faire et construire les passerelles. Merci Véronique. Très rapidement, parce je crois que j'ai explosé le compteur. Alors j'ai une question pour Adil. Adil, très concrètement, en fait, Sanofi, bien sûr, on a parlé de la stratégie, mais Sanofi fait aussi très concrètement des recrutements, et des recrutements les plus inclusifs avec vraiment des engagements de pourcentage de jeunes issus des quartiers politiques de la ville à recruter, et notamment une opération un peu emblématique qui est menée depuis quelques années, dont tu peux nous parler. Oui, on a fait le choix de ne pas attendre que les candidats viennent vers nous et de plutôt faire l'inverse, d'aller vers eux, avec un roadshow sur l'ensemble des territoires que l'on appelle Place d'avenir, où en fait on vient aider les jeunes issus des quartiers populaires à combattre et à travailler ce qu'on appelle l'autocensure, puisque plus de 7 jeunes sur 10 se censurent lui-même, et donc quand on s'autocensure, on se met une barrière, et donc on ne franchit même pas l'étape de candidater. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé d'aller vers eux. On fait ça maintenant depuis quelques années avec la fondation Mosaïque. Ça correspond à 2500, plus de 2000 personnes rencontrées, à peu près 1300 job dating, une centaine de jeunes identifiés, recrutés dans un format d'alternance ou autre. Et surtout, l'objectif premier, il n'est pas quantitatif dans le sens où on n'a pas un quota ou un objectif de recrutement au travers de ça. C'est un canal de recrutement parmi d'autres, mais l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que ces jeunes arrêtent de s'autocensurer et voient que des entreprises comme la nôtre et comme tant d'autres, sont capables de les accueillir et de pouvoir les voir candidater et avancer. Aller vers, ça c'est la démarche de Sanofi, et notamment pour les publics qui peuvent s'autocensurer, c'est extrêmement important. Notamment, il y a aussi la question du VIE, j'en parle très très vite, mais Sanofi a répondu très vite à l'appel de Mosaïque RH quand on a signé un partenariat avec Business France pour faire partir plus de candidats issus des quartiers politiques de la ville en VIE, parce qu'ils ne partent pas assez, ils ne connaissent pas assez le dispositif, et les entreprises n'arrivent pas à les identifier. Donc il y a un énorme enjeu à faire partir plus de
de jeunes des quartiers politique de la ville en VIE. Et donc Sanofi a tout de suite répondu à l'appel. S'il y a d'autres entreprises dans la salle qui veulent jouer le jeu, avec grand plaisir, parce qu'on a besoin d'avoir plus de missions pour faire partir plus de candidats et diversifier aussi les VIE. Juste, je prends encore une minute, Aïda, tu vas me tuer, mais vraiment un tout dernier mot. Parce que, hélas. Oui, parce que je voudrais avoir la vision de David Bernard. L'IA, est-ce que ça aide l'inclusion ou pas? Alors l'IA, en fait, il faut bien comprendre que c'est juste un amplificateur. Donc il faut être extrêmement vigilant à la data qu'on va utiliser pour entraîner les modèles d'IA. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde se souvient, j'imagine, il y a quelques années, de l'expérience désastreuse d'Amazon qui avait pris en gros son process de recrutement, qui l'avait mis à l'échelle et en fait qui s'était retrouvé avec un processus qui excluait mais totalement les femmes, quasiment. En fait, c'était pas l'IA le problème. Le problème, c'était la mise à l'échelle d'un processus qui était déjà discriminant. Si à un moment donné, on utilise de la data qui est justement non liée à des critères protégés et qui est prédictive, mettre de l'IA, bien évidemment, c'est faire en sorte d'accélérer d'accélérer la diversité dans l'entreprise et faire en sorte d'ouvrir plus de chances à davantage de personnes, clairement. Donc l'IA, oui, mais l'IA inclusive. Exactement, pour absolument. aider à plus de diversité. Merci beaucoup à tous les intervenants. Désolée Aïda pour le timing. Pas de souci. Mais ça me permet de rebondir parce qu'effectivement, on a consacré toute une table ronde tout à l'heure à l'IA dans les secteurs du recrutement et c'était très, très instructif. Je vous invite à regarder la table ronde en replay si vous n'y étiez pas. Un grand merci à tous. Merci.